Thème 3b, micro-organismes et santé, chapitre 1, agents pathogènes et maladies vectorielles. Les maladies infectieuses sont des maladies causées par un agent infectieux, le plus souvent des micro-organismes. Certaines de ces maladies sont graves et peuvent entraîner soit des séquelles à vie, soit la mort. Comment expliquer la propagation de certaines maladies? Comment lutter efficacement contre les épidémies? Les agents pathogènes, c'est-à-dire capables de provoquer une maladie, sont très divers. Ils peuvent être vivants ou non vivants. S'ils sont vivants, ils peuvent être pluricellulaires ou unicellulaires. Lorsqu'ils sont pluricellulaires, ce sont des vers, des animaux comme le sarcopte ou des champignons. Lorsqu'ils sont unicellulaires, ils peuvent être des protozoaires, des champignons ou des bactéries, comme ici la bactérie responsable de la pneumonie, du tétanos ou du choléra. S'ils ne sont pas vivants, ils sont dits non cellulaires. Une forme principale prédomine, le virus. Et une forme moins répandue existe aussi et s'appelle prion. Le prion est une protéine pathogène, donc ça n'est pas un être vivant. Mais ce prion est responsable chez l'homme de maladies du système nerveux qui sont très souvent mortelles. Tous les agents pathogènes, qu'ils soient vivants ou non, ont la particularité de s'introduire chez un hôte afin d'y proliférer. On appelle cet hôte le réservoir. Les agents pathogènes donc prolifèrent dans le réservoir et se multiplient à ses dépens. L'hôte constitue le milieu optimal et souvent obligé pour le développement du pathogène. Ils vont causer à l'hôte des préjudices mis en évidence par des symptômes. Les pathogènes sont donc stockés dans des réservoirs humains ou animaux, qu'ils affectent ou non. Si l'être vivant qui joue le rôle de réservoir n'est pas affecté par le pathogène, il n'y aura pas de préjudice et on qualifie l'hôte de porteur sain. Connaître les modes de transmission est important pour prendre les mesures de soins et d'isolement du malade. La transmission peut être directe ou indirecte. Lorsque la transmission est directe, elle peut s'effectuer lors du contact entre deux hôtes humains, par voie sanguine ou sexuelle, par l'intermédiaire de sécrétions buccales, nasales ou par contact des mains. La transmission peut aussi se faire par l'intermédiaire du milieu ambiant, comme l'air ou l'eau qui abrite l'agent pathogène. Par exemple, l'agent pathogène du choléra est une bactérie qui se transmet entre les différents hôtes humains, en particulier lors de la consommation d'eau contaminée par les excréments des malades. Lorsque la transmission est indirecte, elle fait intervenir un vecteur. On distingue trois catégories de vecteurs. Des vecteurs passifs, comme les vêtements souillés, par exemple, dans le cas de la gale. Des vecteurs biologiques, dans lesquels se réalise une multiplication à l'identique de l'agent pathogène sans transformation de celui-ci. On peut citer le cas des chauves-souris, vecteurs de la rage et de multiples maladies, ou les moustiques, vecteurs du paludisme. La troisième catégorie de vecteurs est formée par des hôtes intermédiaires, dans lesquels on va observer une transformation et une reproduction du parasite avant qu'il soit transmis à l'homme, comme par exemple l'escargot géant qui abrite un agent responsable d'une méningite, ou le pangolin. Un exemple de maladie à transmission directe, le sida, syndrome de l'immunodéficience acquise. L'agent pathogène responsable du sida est un virus. Le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, qui se transmet lors de rapports sexuels non protégés ou par le sang. Alors en France, le seul risque existe chez les toxicomanes par l'échange de seringues. Il n'y a pas de risque de contamination par le sang, par transfusion sanguine à l'hôpital ou à cause d'instruments mal stérilisés. Par contre, le VIH peut être transmis aussi pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou pendant l'allaitement. Au début de l'infection, les symptômes sont les mêmes qu'une légère grippe.
7 ou 8 ans plus tard, la personne séropositive tombe malade du sida. Elle n'a plus de défense immunitaire et peut développer de nombreuses maladies opportunistes, comme la tuberculose. Les enfants sont plus fragiles et tombent malades plus rapidement. Sans traitement, ils décèdent avant l'âge de 2 ans. Actuellement, les traitements connus ne permettent pas de guérir du sida. La meilleure conduite à adopter est la prévention et l'usage des préservatifs. Pour les personnes non infectées et ayant des conduites à risque ou vivant avec une personne séropositive, on propose la prophylaxie pré-exposition, qui consiste en un médicament qui réduit les risques d'infection, mais attention, cela ne les élimine pas complètement. Le traitement préventif est quasiment identique, il s'agit juste d'une molécule différente. Si on a pris un risque, il est possible de prendre un médicament dans les 48 heures qui va éliminer le virus si on a été infecté. Autrement dit, on va prendre ce médicament avant même de réaliser des tests, dès qu'on a un doute. Et dans tous les cas, lorsqu'on n'utilise pas de préservatif, soit avec des partenaires multiples, et là c'est quand même un peu irresponsable, soit parce que l'on vit avec une personne séropositive, eh bien il faut se faire dépister régulièrement. À l'heure actuelle, malgré les campagnes de prévention, le nombre de personnes contaminées dans le monde chaque année est toujours en augmentation. Un exemple de maladie à transmission vectorielle, le paludisme. L'agent responsable du paludisme n'est pas un virus, mais un eucaryote unicellulaire, le Plasmodium falciparum. Il infecte les cellules du sang. On le voit ici, dans ce qu'on appelle les hématies, les globules rouges, et les cellules du foie. On le voit ici. L'infection dans les cellules du sang explique les symptômes, les hématies étant détruites. L'apport de dioxygène aux organes est diminué, ce qui entraîne des maux de tête, des douleurs musculaires et une détresse respiratoire. Et même le parasite pouvant atteindre les cellules du cerveau, il peut y avoir des complications neurologiques. Le plasmodium est transmis à l'homme par le moustique femelle Anophèle. Lorsqu'un moustique prélève du sang à un humain, si cet humain est contaminé, le plasmodium devient présent dans les glandes salivaires du moustique. Lorsque ce moustique pique une nouvelle personne, il lui transmet l'agent pathogène, qui se multiplie alors dans les cellules du foie, mais aussi dans les cellules sanguines. Si cette personne infectée est piquée par un moustique, alors son sang passe dans le moustique, dans ses glandes salivaires, et le cycle recommence. Une nouvelle personne peut être piquée, contaminée par le plasmodium, etc. La lutte contre la maladie passe donc par la lutte contre les moustiques. Il faut se protéger des piqûres en utilisant des produits répulsifs, des moustiquaires, des vêtements longs et couvrants. Mais il faut aussi limiter la prolifération du moustique en éliminant les eaux stagnantes dans lesquelles la moustique femelle pond ses œufs. 2 à 3 millions de personnes meurent chaque année à cause du paludisme. Plus de 214 millions de personnes sont infectées et doivent vivre avec les symptômes plus ou moins graves qu'elle entraîne. Une petite remarque, en France nous n'avons pas de paludisme mais nous avons des moustiques qui sont quand même une vraie nuisance. Il est donc utile de prendre les mêmes mesures que pour lutter contre le paludisme et en particulier pour éviter la prolifération des moustiques, donc limiter les eaux stagnantes, c'est-à-dire surveiller les eaux stagnantes dans son jardin, éliminer l'eau des coupelles d'eau ou des seaux ou des réservoirs que l'on met pour récupérer les eaux de pluie. Régulièrement, il faut utiliser cette eau, il ne faut pas qu'elle reste traîner, entre guillemets, pendant plus d'une dizaine de jours, car c'est la durée entre la ponte et l'éclosion des larves. Depuis toujours, l'humanité lutte contre les épidémies. Lorsqu'un vaccin existe, il représente le meilleur moyen de contrer et même de faire disparaître un agent pathogène. Ainsi,
Prenons l'exemple de la variole. La variole, c'était une maladie extrêmement grave, une des pires qui a touché l'humanité, avec 30% de mortalité. Et les personnes qui survivaient à la maladie avaient très souvent des séquelles graves. Elles pouvaient être défigurées, aveugles, avec de graves séquelles neurologiques. Cette maladie, grâce à la vaccination, elle a été éradiquée depuis décembre 1979. Au sein d'une population, plus le nombre de personnes immunisées est grand, moins les personnes non immunisées ont de risques d'être contaminées. Lorsque beaucoup de personnes ne sont pas immunisées, la contagion est grande. Mais lorsque beaucoup de personnes sont immunisées, les quelques personnes qui ne sont pas immunisées ont moins de risques d'attraper la maladie car les personnes immunisées jouent un rôle de barrière. En résumé, les micro-organismes forment un monde complexe et diversifié. Ils vivent dans tous les milieux et sont présents dans notre environnement, comme dans l'air ou dans l'eau. Ce que nous hébergeons forme notre microbiote. D'autres micro-organismes pathogènes, ceux-là, nous parasitent et sont des agents de maladie. Les hôtes des agents pathogènes peuvent être humains ou animaux. Leur transmission peut se faire par le milieu ambiant, directement entre humains ou indirectement par un vecteur animal. La connaissance du cycle de développement des pathogènes permet de lutter contre leur propagation.